Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez entendu parler de l'hydrogène dans les journaux, à la radio, à la télévision. L'hydrogène au service de la transition énergétique. On va essayer de vous donner quelques grands repères. Donc moi-même, Sylvain Brémond, et après interviendront Lucie Sapaz et Guillaume Servera du pôle de compétitivité Cap Énergie. Alors pour commencer, quelques caractéristiques de l'hydrogène, utile notamment pour, on va y venir, pour comprendre un certain nombre de caractéristiques dans les usages. Premier point, c'est un élément qui est l'élément le plus simple de tous les éléments chimiques existants dans l'univers. C'est aussi le plus abondant dans l'univers. Ça vient avec sa simplicité au moment de la création de l'univers. Mais sur la Terre, il existe essentiellement sous forme combinée. Alors, il y a bien un certain nombre de personnes qui recherchent dans un certain nombre de roches des poches d'hydrogène naturel, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé les bonnes conditions pour l'exploiter, notamment, et pour vraiment l'identifier. Et donc, cet élément, il se trouve en combinaison d'autres éléments, par exemple dans l'eau. Hein. Vous savez peut-être que l'étymologie du mot hydrogène, ça veut dire qui génère de l'eau. Voilà, donc il y a de l'hydrogène dans l'eau, il y a de l'hydrogène dans les hydrocarbures, donc tout le pétrole, le gaz. Voilà. Deuxième caractéristique, et ça sera important pour les usages, c'est un gaz qui est très léger, qui est 13 fois plus léger que l'air. Et donc, ça a pour conséquence que s'il y a une fuite dans une installation d'hydrogène, l'hydrogène va se déplacer vers le haut, ce qui est un élément important pour de sécurité. Donc, dans un milieu ouvert, s'il y a une fuite d'hydrogène, elle ne va pas rester en surface, elle ne va pas s'accumuler. Voilà, contrairement à un milieu confiné où là, par contre, l'hydrogène risque de s'accumuler. Souvent, les promoteurs de l'hydrogène le mettent en avant, donc c'est le troisième point. C'est le dihydrogène a une très forte densité énergétique par unité de masse. On dit qu'un kilo d'hydrogène, en réalité, ça contient autant d'énergie que 3 kilos de pétrole. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est utilisé depuis le début de la conquête spatiale dans les lanceurs d'engins spatiaux, pour lequel la masse compte beaucoup et le rapport de l'énergie disponible à la masse. Voilà, donc il a une très forte densité énergétique par unité de masse. Par contre, par unité de volume, ce qui compte aussi, alors moins dans les engins spatiaux, mais pour toutes les applications terrestres notamment, et puis aussi aériennes, vous allez voir on pense l'utiliser pour la mobilité. Il a une densité par unité de volume à pression et température ambiante, hein, donc c'est-à-dire dans un volume donné. Ben, finalement, il n'est pas si dense que ça en énergie, puisque pour obtenir autant d'énergie que dans un litre d'essence, cette fois-ci, il faut soit 7 litres d'hydrogène comprimé à 700 bars, donc à assez haute pression, 700 fois la pression atmosphérique, ou alors 4 litres d'hydrogène liquéfié, donc passé à l'état liquide, mais ce qui suppose de le porter à très basse température, moins 253 degrés Celsius. Voilà, donc ça, on va voir que c'est un élément important parce que ben, ça veut dire qu'on le manipule souvent à des fortes pressions, voilà, ce qui demande de prendre un certain nombre de précautions et que même en le manipulant dans ces conditions-là, il prend un certain volume et puis il faut aussi des réservoirs pour maintenir cette pression. Dernière caractéristique générale de la molécule de dihydrogène, de cet élément, donc c'est un gaz qui se sent pas, donc inodore. Bon, ça c'est comme d'autres gaz, le gaz naturel, vous savez qu'on rajoute un odorisant, autrement il ne se sent pas. Voilà, il est incolore, il est pas toxique ou polluant en soi, mais par contre, et ça c'est une caractéristique très importante à connaître, et toujours par rapport aux aspects de sécurité, il a une gamme d'inflammabilité. Donc en termes de pourcentage d'hydrogène dans l'air,
pour lequel, avec un apport d'énergie, il est susceptible de se faire une inflammation, qui est relativement large. Donc, il faut des précautions particulières. Et puis, s'il s'inflamme, la flamme n'est pas visible et peu radiative. Donc, ça suppose aussi un certain nombre de précautions dans les cas où une flamme se mettrait en jeu. Voilà quelques caractéristiques. Alors, une fois qu'on a donné ces caractéristiques, on va maintenant partager la plus générale. Comme je vous le disais en introduction, comme l'hydrogène n'est pas, en tout cas, on n'a pas encore trouvé les moyens de vraiment le localiser, de l'exploiter sous forme naturelle. En fait, il faut le produire. Il faut le produire à partir d'éléments qu'on peut trouver dans la nature où l'élément hydrogène est combiné à d'autres éléments. Donc, on l'a déjà évoqué, on peut essayer de l'extraire de l'eau, puisque la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Le H, c'est pour hydrogène, l'hydrogène et l'oxygène. Il est aussi présent dans la biomasse, donc toutes les formes de bois, où il y a des chaînes donc d'éléments chimiques avec du carbone et de l'hydrogène, donc des CXHY. Et puis, il est aussi présent dans des ressources d'énergie fossiles comme le gaz naturel, le charbon, le pétrole, où il y a aussi donc tout ça, c'est des hydrocarbures, donc où il y a à la fois des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Alors, comme il faut l'extraire d'une certaine façon de ces molécules déjà formées, il faut aussi pour le produire une source d'énergie. Voilà, et vous voyez, il y a un certain nombre de combinaisons possibles. La source d'énergie, ça peut être la matière première elle-même, donc dans le cadre par exemple, du gaz naturel, qui joue le rôle à la fois de matière première et de source d'énergie. Et puis, si on veut l'extraire de l'eau, par une technologie qu'on appelle l'électrolyse, où on casse des molécules d'eau, là, il faut plutôt amener une source d'énergie électrique, et on peut donc utiliser toutes les sources d'énergie électrique bas carbone, puisque pour qu'ils puissent contribuer à la transition énergétique, il faut que cette production d'hydrogène, elle soit faite par des méthodes qui relâchent peu de gaz à effet de serre, peu de CO2. Donc ça sera, les méthodes de production seront présentées dans un instant. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il est beaucoup fabriqué à partir de méthodes qui émettent du gaz à effet de serre. Et donc, ça suppose de le mettre au service de la transition énergétique, ça suppose de basculer de ces méthodes de production d'hydrogène carboné vers des méthodes d'hydrogène bas carbone. Alors, une fois qu'on l'a produit, en quoi il peut répondre aux objectifs de la transition énergétique? Eh bien, on va le voir, il peut répondre de trois manières. Il peut répondre en tant qu'usage dans l'industrie, en tant que réactif. Il y a un certain nombre d'industries qui utilisent déjà aujourd'hui de l'hydrogène, mais carboné. Donc, en le substituant par de l'hydrogène bas carbone, on peut aboutir à une décarbonation de ces activités. Ou alors dans d'autres industries pour lesquelles il n'est pas utilisé aujourd'hui, mais pour lesquelles il permettrait de réduire l'émission de gaz à effet de serre. La deuxième utilisation dans le cadre de la transition énergétique, c'est en tant que vecteur énergétique de la mobilité. Donc, il a une capacité, soit en faisant une combustion, soit en le retransformant en électricité, de permettre une mobilité qui ne va pas émettre de gaz à effet de serre. Et puis, la troisième voie, c'est de l'utiliser comme vecteur énergétique pour produire de l'énergie, donc soit de la chaleur, soit stocker de l'énergie. Voilà, donc c'est par ces trois voies que l'hydrogène peut être mis au service de la transition énergétique. Dans la planche suivante, on va partir de la situation d'aujourd'hui. On a décrit un petit peu le panorama à la fois de la production vers les usages de l'hydrogène au service de la transition énergétique. Mais qu'en est-il aujourd'hui?
comme je vous l'indiquais, on manipule déjà hein, la molécule d'hydrogène. Et vous voyez dans ce schéma la distribution entre, sur votre gauche, les différents moyens de production, à la fois des moyens de production dédiés à partir de gaz naturel, de charbon, donc d'énergie fossile, et puis aussi de l'hydrogène qui est coproduit dans un certain nombre d'installations industrielles. Et vous voyez, en allant vers la droite, eh bien, il est utilisé essentiellement dans l'industrie et dans différentes industries, le raffinage, la production d'engrais et aussi dans la chimie et puis pour aussi comme source d'énergie un certain nombre d'hydrogène qui est coproduit. Donc vous voyez la situation de départ. Donc ça c'est un tableau un diagramme qui date de l'année 2019 hein, de l'Agence internationale de l'énergie. C'est la grande majorité, c'est l'hydrogène à partir de fossiles qui émet des gaz à effet de serre, donc l'hydrogène carboné, et en grande majorité, quasi-totalité, utilisé par les différentes industries. Alors maintenant, on va voir pour la transition énergétique, eh bien, quelles sont les modifications à apporter à ce tableau général pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone. Alors, dans la planche suivante, donc la première voie de valorisation de l'hydrogène, alors vous voyez que j'ai en vert, c'est de l'hydrogène bas carbone, hein, donc ça suppose de le produire par des matières bas carbone, on y reviendra. Mais le premier usage, c'est dans l'industrie en termes de matières premières. Pour le raffinage, on a besoin d'hydrogène pour le raffinage, alors à la fois des produits pétroliers, pour notamment enlever le soufre, pour des fois le craquage catalytique d'hydrocarbures. On a besoin de rajouter de l'hydrogène. Et même si les produits pétroliers, dans le cadre de la transition énergétique, on doit en utiliser de moins en moins, au moins de manière transitoire, substituer de l'hydrogène bas carbone à de l'hydrogène carboné, ça permet de réduire l'impact carbone. Et puis aussi pour les biocarburants, donc faits notamment à partir d'huile, on a besoin aussi d'hydrogène pour hydrogéner. Et le fait d'utiliser de l'hydrogène bas carbone va permettre de réduire l'empreinte carbone des industries à question. Deuxième grand usage, vous l'avez vu, c'est dans la situation actuelle, hein, là on parle d'usage existant, ce sont les engrais qui sont fabriqués beaucoup à partir d'ammoniac. Hein, l'ammoniac, donc c'est de l'azote et de l'hydrogène qu'on combine. Et donc l'hydrogène actuellement, la source d'hydrogène, elle est souvent carbonée. Si on bascule vers de l'hydrogène bas carbone, et on sait que l'engrais, on va en avoir besoin, en tout cas d'un certain nombre, hein, même si on l'utilise de manière plus efficace, peut-être moindre, mais pour nourrir la population mondiale. Et donc, le fabriquer à partir d'hydrogène bas carbone, ça va permettre de réduire l'empreinte carbone. Dans la chimie, il y a un certain nombre d'applications pour faire des molécules plateformes comme le méthanol et autres, où là aussi, on pourrait basculer d'hydrogène carboné à d'hydrogène bas carbone. Et puis, vous voyez la dernière ligne, et on va finir pour cette première partie là-dessus. Sidérurgie, cimenterie, ça, ce sont des industries qui, à ce jour, utilisent pas ou marginalement de l'hydrogène et pour lequel l'hydrogène bas carbone pourrait être un moyen de limiter les émissions de gaz à effet de serre de ces industries-là. Donc, dans la planche suivante, on va voir l'exemple de l'industrie d'une industrie, voilà, qui est la sidérurgie, qui est la principale industrie responsable d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2 dans le monde à ce jour. Hein. 8% des émissions mondiales de CO2 industrielles viennent de la fabrication d'acier. La sidérurgie, c'est la fabrication d'acier. Et parce que à ce jour, donc la fabrication d'acier, la matière première dont on parle, c'est le minerai de fer qu'on extrait d'un certain nombre de mines, et il faut ce qu'on appelle réduire le minerai de fer, c'est-à-dire enlever l'oxygène pour fabriquer l'acier. Et à ce jour, on utilise une forme de charbon qu'on appelle le coke, qui permet, en captant l'oxygène, eh bien de produire de l'acier, donc, mais du coup qui libère
comme on a amené du carbone et puis on a extrait l'oxygène du dioxyde de carbone, du CO2, et donc c'est un processus émetteur de gaz à effet de serre. La voie alternative, et vous voyez dans le petit médaillon en haut à gauche, en août de l'année 2021, la première usine à taille industrielle en Suède qui a utilisé ce procédé, eh bien, consiste à utiliser de l'hydrogène qui va lui aussi être capable d'extraire de l'oxygène qui est dans le minerai de fer. Et pour produire donc de l'hydrogène avec l'oxygène, ça va produire de l'eau. Voilà. Et donc, il ne va pas être émettrice de ce procédé-là, ne va pas être émetteur de gaz à effet de serre, mais va permettre aussi d'extraire l'oxygène du minerai de fer et donc de contribuer à la chaîne de fabrication de l'acier. Voilà, donc c'est un phénomène qui est de manière un peu prototypique mis en œuvre dans cette usine en Suède, et puis il y a quelques autres expériences dans le monde qui pourraient aider à décarboner. Alors par exemple en France, un certain nombre d'usines sidérurgiques, il y a 2 au Fourneau à Fos-sur-Mer, il y en a d'autres à Dunkerque, voilà, dans la fin de la décennie. Voilà, je vais passer la main maintenant à Lucie Chapas qui va vous parler de la décarbonation de la mobilité à l'aide d'hydrogène. Merci Sylvain et bonjour à tous. Donc effectivement, le deuxième usage de l'hydrogène est la mobilité. Donc on peut adresser à la fois de la mobilité terrestre, qu'elle soit routière ou ferroviaire, mais également de la mobilité maritime et aérienne, soit en utilisant l'hydrogène en intrant de différentes technologies, donc de type pile à combustible ou moteur à combustion, on en parlera juste après, soit de manière plus indirecte, comme en a parlé déjà Sylvain, pour produire à base d'hydrogène des carburants de synthèse qui peuvent être utilisés à la fois notamment pour le maritime et l'aérien. Donc sur la slide suivante, juste pour vous rappeler l'enjeu de décarbonation des transports, c'est vraiment un enjeu majeur puisque les transports, le secteur des transports est responsable de 27% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et la solution hydrogène peut jouer un rôle important, puisque on peut voir donc, dans le schéma ci-dessous, c'est issu d'une étude faite par l'ADEME en 2020, une étude d'analyse de cycle de vie de véhicules hydrogène, que selon le mix énergétique utilisé pour produire l'hydrogène, on peut avoir un impact carbone qui peut aller jusqu'à 74% moins important que celui du diesel, par exemple, dans le cas d'une voiture hydrogène. Donc, on peut avoir un impact non négligeable sur certaines mobilités grâce à cette source d'hydrogène bas carbone. Sur la slide suivante, donc juste rappeler par rapport aux caractéristiques de l'hydrogène dont Sylvain a déjà évoqué. Donc en fait, on a une densité énergétique massique qui est très importante et qui permet du coup d'avoir un carburant qui est efficace et léger. Donc ça peut avoir des applications intéressantes, notamment pour la mobilité, quand on compare par exemple même à des carburants alternatifs, type électricité contenue dans les batteries. Mais par contre, effectivement, l'hydrogène a une faible densité énergétique volumique, ce qui nécessite du coup de le comprimer ou le liquéfier pour pouvoir faciliter son stockage, son transport, sa distribution et son utilisation dans la mobilité. Donc, dans tous les cas, ces caractéristiques font que l'hydrogène n'est peut-être pas forcément pertinent pour tous les usages de la mobilité, mais par contre particulièrement adapté pour tous les usages nécessitant de fortes puissances, comme par exemple les poids lourds pour le transport de marchandises ou des autobus, ou alors une grande autonomie avec besoin de faibles temps de recharge quand on compare par exemple à la recharge électrique de batterie. Donc on parle également de taxis pour tout ce qui est usage intensif, bus et autocars sur les lignes longues, chariots élévateurs, etc. Sur la slide suivante, donc sur le plan de la technologie, donc on retrouve 2 principales technologies au niveau de la mobilité hydrogène. La première étant l'utilisation de l'hydrogène dans une pile à combustible pour produire de l'électricité, puisque du coup la mobilité hydrogène à pile à combustible est vraiment une mobilité électrique. On a un moteur électrique et il y a même des batteries tampons. La pile à combustible est souvent associée à des batteries. Donc, l'avantage de la pile à combustible, donc, qui est un processus électrochimique basé sur l'hydrogène et l'oxygène, ça rejette uniquement de l'eau.
donc d'où le caractère propre de cette technologie. À titre de comparaison, donc, il faut compter 1 kg d'hydrogène pour parcourir 100 km pour un véhicule léger. Pour des camions ou des bus, on parle plutôt de 10 kg d'hydrogène pour 100 km parcourus. Donc, c'est une première technologie qui est quand même la plus répandue. On parle également d'une technologie de moteur à combustion hydrogène qui consiste à injecter de l'hydrogène directement dans des moteurs thermiques. Cette option est regardée avec attention, particulièrement en ce moment. Il y a une étude de ADEME qui a été réalisée récemment en 2022 pour comparer justement ces deux technologies sur des cas d'usage de poids lourds à hydrogène et qui ont permis de montrer quelques avantages de l'une ou l'autre de la technologie. Notamment, la pile à combustible serait entre 10 et 40% plus économe en énergie que le moteur à combustion pour certains véhicules. Un impact carbone légèrement plus faible également. Par contre, sur le plan économique, le moteur à combustion aurait un TCO légèrement plus avantageux. Donc voilà, il y a les deux technologies. La pile à combustible est quand même la plus répandue dans les prototypes et modèles étudiés par les constructeurs. Mais voilà, le moteur à combustion hydrogène est regardé aussi de très près. Donc, sur la slide suivante, quelques exemples un peu concrets. Donc, il y a des véhicules qui tournent à l'hydrogène depuis, on va dire, 2015, dans ces années-là. C'est vrai que les premiers dont on a entendu parler, c'était plutôt sur de la mobilité professionnelle avec les fameux taxis Hype à Paris. Donc, 5 véhicules en 2015, 600 en 2021. Mais c'est vrai que, on l'a vu, l'hydrogène adresse plutôt la mobilité lourde, quand même, mais en tout cas plus pertinent pour ces mobilités lourdes. Et donc, en parlant de mobilité lourde pour le transport de voyageurs, donc au niveau des autobus, en haut à gauche, vous avez donc l'autobus qui a été mis en service en novembre 2020 par le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Donc, il y a tout un tas d'expérimentations avec des bus hydrogène en France, mais c'est vrai que c'était la première ligne mise en service. Au niveau des autocars, on parle plus d'autocars rétrofités, donc où on prend un véhicule thermique et on le convertit en électrique hydrogène. Et donc, on commence à voir les premiers prototypes fonctionnels. Il y en a un qui a été présenté par la société GCK en région Auvergne-Rhône-Alpes cet automne. Et enfin, au niveau des véhicules professionnels, on a de plus en plus de bennes à ordures également à hydrogène. Et donc, il y en a une notamment qui tourne depuis l'été 2021 dans la communauté de communes de Touraine-Vallée de l'Indre. Sur le transport de marchandises, donc on a également un certain nombre de poids lourds sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a, depuis 2020, déjà, il y a des camions qui roulent à l'hydrogène, en Suisse notamment. Il y en a 46 sur des camions de 18 tonnes. En région sud, on a un camion prototype de 44 tonnes qui est réalisé par la société Green GT pour Carrefour dans le cadre du projet Catiopée. Donc, il sera bientôt en route. Il finit les essais de roulage. Des chariots élévateurs également qui sont de plus en plus déployés sur les sites d'entrepôts logistiques et notamment donc sur le site de Carrefour à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. On a plus de 50 engins qui sont déployés et ce depuis déjà 2017 et on a de plus en plus d'entrepôts qui se portent vers ce genre d'équipement. Et enfin, donc, mobilité lourde, on parle également de mobilité ferroviaire. Donc, il y a des trains également en Allemagne depuis 2018 d'Alstom. Et on a également en France 12 TER Régiolis qui ont été commandés pour 2025 dans 4 régions de France. Sur la partie maritime, on a donc au niveau on va dire de la mobilité de plaisance, des premiers yachts à hydrogène, notamment à Marseille en 2020. Au niveau ferry, si on prend un peu plus gros, on part plutôt sur de l'hydrogène liquide. Donc, il y en a un qui a été mis en service en Norvège en 2021. Et donc, quand on parle de l'aérien, on parle évidemment d'avions à hydrogène dès 2035. Donc, à voir si ce sera réaliste et réalisable. Mais on parle également là plutôt d'utilisation d'hydrogène liquide. Et donc, je n'ai pas cité d'exemple ici, mais bien évidemment, d'ici là, on pourra aussi avoir l'utilisation de carburants de synthèse basés sur l'hydrogène pour le maritime et l'aérien. Voilà en ce qui concerne la mobilité. Je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume pour nous parler de l'usage énergie.
Merci Lucie, bonjour à tous. Slide suivante. Donc moi je vais vous parler, donc après avoir parlé et décrit les usages de l'hydrogène pour l'industrie, usage en tant que matière première ou pour la mobilité, moi je vais vous parler de la dernière catégorie d'usage, comme on le catégorise généralement, c'est l'hydrogène pour l'énergie. Et donc l'hydrogène pour l'énergie, c'est un ensemble d'usages pour la production de chaleur par combustion, pour la production d'électricité via des piles à combustible, ou on le verra dans des centrales électrogènes à gaz, ou l'application Power to Gas, qui est généralement liée à l'injection d'hydrogène ou de gaz méthane de synthèse dans le réseau de gaz actuel. Slide suivante, je vais vous maintenant détailler ces différents types d'usages hydrogène-énergie. Dans la slide suivante, je vais vous parler de la production, euh, enfin de la production de chaleur par combustion d'hydrogène. Donc là, il y a différentes applications, soit dans l'industrie, donc pour la production de chaleur industrielle, type vapeur, haute température. Et donc ça, c'est des applications qui sont pertinentes lorsque l'électrification de cette chaleur industrielle ne peut pas avoir lieu, soit pour des raisons de gradient de température ou autre. Et puis, ou alors la production de chaleur dans des fours, où là, c'est la flamme qui est nécessaire, et donc l'électrification directe n'est pas adéquate. Et donc, une dernière application de la production de chaleur par combustion d'hydrogène, c'est dans des chaudières résidentielles. Donc, il y a quelques entreprises, y compris en France, qui s'intéressent à ce cas d'usage-là. Et donc là, il s'agit, soit en mélange avec du méthane, donc avec du gaz naturel, soit pur, d'avoir de la production de chaleur avec de la combustion d'hydrogène. Et ça trouve une pertinence s'il y a de l'hydrogène en quantité suffisante et bon marché sur le lieu de consommation, comme ça pourrait être le cas dans le futur, soit pour des applications hors réseau électrique en particulier, puisqu'il faut quand même là rappeler que pour la chaleur des bâtiments, lorsque le réseau électrique est largement décarboné, comme c'est le cas en France, l'usage d'une pompe à chaleur est le plus économique, et c'est l'usage qui a le meilleur rendement. Mais disons que ça peut, voilà, l'hydrogène en combustion dans le résidentiel peut trouver dans un certain nombre de cas une pertinence. Et l'intérêt, c'est que cette combustion n'émet pas de CO2, elle émet uniquement de l'eau. Mais il y a dans un certain nombre de cas des rejets qui peuvent être significatifs d'oxyde d'azote, de NOx. Et ça vient de la température et de la vitesse de la flamme hydrogène, qui sont significativement différentes de la flamme méthane. Et on peut jouer sur un certain nombre de paramètres des brûleurs pour arriver à limiter ces effets, ces émissions de NOx, où on peut avoir des systèmes pour venir les capter. Mais toujours est-il que c'est un enjeu et que c'est quelque chose qui est regardé particulièrement lorsqu'on convertit un usage à la combustion d'hydrogène. Voilà, il faut gérer les NOx. Slide suivante. Donc là, c'est les usages de l'hydrogène en énergie, mais cette fois-ci pour la production d'électricité. Donc l'usage final, c'est bien la reproduction d'électricité à partir d'hydrogène. Et donc là, il y a deux cas. Soit l'application est connectée au réseau, et ça peut avoir un intérêt pour faire de la flexibilité, donner de la flexibilité au réseau électrique. Donc, c'est le stockage d'électricité sous forme d'hydrogène, et puis la recombinaison de cet hydrogène avec l'oxygène de l'air pour faire de l'électricité à nouveau et pour rendre des services au réseau, soit via une pile à combustible, soit dans une centrale électrogène à gaz. Et puis, il y a une autre application qui peut être pour faire de l'énergie, de la cogénération d'énergie pour les bâtiments, chaleur et électricité à travers une pile à combustible qui, lorsqu'elle crée de l'électricité, crée aussi de la chaleur. Et donc là, il peut y avoir des applications pour des usages
des sites isolés, par exemple, qui tenteraient de tendre vers l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Et donc, il pourrait permettre de stocker l'électricité sous forme d'hydrogène à travers une pile à combustible réversible. Donc là, par exemple, c'est la solution que propose l'entreprise française Sylfen. Et puis combiner en électricité et chaleur à la demande à travers ce même organe, mais en mode pile à combustible cette fois-ci. Et puis l'autre cas d'usage, c'est hors réseau, et donc là, c'est pour faire du stockage d'ENR longue durée. Ou alors pour des applications type groupe électrogène, soit sur des chantiers, soit pour des événements, soit pour des groupes électrogènes de secours. Donc là, on parle de pile à combustible généralement. Et l'intérêt, c'est que c'est un groupe électrogène qui est zéro bruit et zéro émission de pollution ou de particules dans l'air. Donc il peut avoir un intérêt lorsque ce sont des applications à chantier ou événementiel, en ville ou dans la nature, où on veut vraiment avoir zéro émission. Slide suivante. Le dernier cas, sous-cas d'usage de l'hydrogène pour l'énergie, c'est le power to gas, dont j'en parlais tout à l'heure. C'est le fait de faire une passerelle entre le réseau d'électricité et le réseau de gaz. C'est-à-dire la production d'hydrogène à partir d'électricité, le stockage sur un temps plus ou moins long, et puis l'injection dans le réseau de gaz naturel, soit en mélange, avec injection de l'hydrogène en mélange avec un certain taux à ne pas dépasser avec le gaz naturel dans le réseau actuel, soit injection de cet hydrogène après une étape de méthanation. Donc en fait, on injecte du méthane de synthèse qui est produit à partir d'hydrogène et de CO2, et ou l'injection d'hydrogène pur dans un réseau 100% hydrogène qui peut être soit rétrofité à partir du réseau de gaz naturel actuel, soit un réseau dédié neuf de canalisation hydrogène. Slide suivante, s'il te plaît. Donc là, sur la slide suivante qui va apparaître, c'est un petit résumé des différents usages de l'hydrogène et de leur niveau de maturité. Donc, c'est tous les usages qu'on vient de passer actuellement. Je ne vais pas repasser sur chacun. Mais on voit, alors c'est une slide qui date un petit peu, hein, qui vient de l'AFIPAC, mais qui maintenant s'appelle France Hydrogène, donc l'association des acteurs de la filière hydrogène en France, et qui montre, alors avec des pas de temps qui sont, qui sont déjà un peu derrière nous, 2020, mais quand même l'échelonnage des différents usages en termes de maturité. Et on voit que les usages mobilité, il y en a un certain nombre qui sont déjà à un stade commercial et même de série. Donc des bus, des voitures, des chariots élévateurs, des véhicules utilitaires. Et puis on va voir apparaître des camions, déjà ça commence, mais c'est des pré-séries, on va dire. Des autocars, on est plutôt au stade de rétrofit, mais bon, ça va arriver. Et puis voilà, des trains, des bateaux et des avions. Mais là, c'est plutôt les électrocarburants, les carburants de synthèse qui prendront le relais pour ces usages-là. Et puis après, dans l'industrie, c'est des usages qui sont déjà matures pour la plupart, puisqu'on utilise déjà de l'hydrogène gris, ou alors des usages qui vont arriver un peu plus tard, aux horizons 2030. Ça, c'est pour la production d'acier à partir d'hydrogène. Et puis les autres usages, chauffage, énergie, production d'électricité, qui sont en tout cas attendus un peu plus tardivement parce que leur pertinence au regard du mix électrique sont pas tout de suite, c'est pas tout de suite le cas, mais ça viendra au tournant des années 2030. En tout cas, c'est la pertinence pour ces usages-là. Slide suivante, s'il te plaît. Donc maintenant, je vais vous parler de la production d'hydrogène et des différents modes de production, en commençant par la slide va apparaître, en commençant par le mode de production actuel de l'hydrogène. Donc c'est, en tout cas celui qui est le plus répandu dans le monde, c'est le vaporoformage de gaz naturel, ou en anglais le Steam Methane Reforming, SMR, vous en entendrez peut-être parler sous cette forme-là. Et c'est le fait de combiner du gaz naturel et de la vapeur d'eau à très haute température, autour de 1000 degrés. Avec différents cycles de process pour au final émettre de l'hydrogène et du CO2. Et cet hydrogène, c'est la manière dont on produit l'hydrogène de manière la plus fréquente. Et on appelle cet hydrogène généralement de l'hydrogène gris, voilà, parce qu'il émet du CO2 environ, ou plutôt un peu plus de 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène.
Voilà, donc ça, c'est le contenu carbone de l'hydrogène produit de cette manière-là. Il y a une manière de venir amoindrir ce contenu carbone de l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène bleu, c'est comme ça qu'on l'appelle, on y reviendra un peu plus loin, c'est le fait de venir capter et séquestrer le CO2 en sortie du SMR, voilà, pour minimiser le contenu carbone. Il y a d'autres façons de produire l'hydrogène à partir d'hydrocarbures, principalement à base de gazéification de charbon ou de fractions lourdes de pétrole, mais j'y reviens pas sur cette slide. Slide suivante. Le moyen de production dont on entend plus parler pour produire l'hydrogène compatible avec la transition énergétique, donc le fameux hydrogène vert ou l'hydrogène décarboné, c'est l'électrolyse de l'eau et c'est le fait de venir dissocier l'eau avec un courant électrique pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a plusieurs technologies pour ces électrolyseurs. Et donc, il y en a plus que trois, mais les trois principales, en tout cas celles qu'il faut avoir en tête, sont les suivantes. La technologie alcaline, donc l'électrolyseur alcalin, c'est un électrolyseur dans lequel l'électrolyte est liquide, qui fonctionne à quelques bars de pression avec une température pas très élevée. Et c'est une technologie qui est très mature, donc qui est robuste, c'est des électrolyseurs qui ont des durées de vie qui sont très élevées, mais qui ne sont pas très compacts, qui prennent beaucoup de place et qui sont assez peu flexibles, c'est-à-dire que le courant en entrée doit être assez stable. On a du mal à moduler, notamment en fonction de l'alimentation en électricité renouvelable, qui est par nature généralement intermittente. L'autre technologie, c'est la technologie PEM, c'est la technologie par membrane échangeuse de protons. Donc ça, c'est une technologie qui est un peu moins mature, même si elle est déjà à un stade industriel. Et donc là, il n'y a pas d'électrolyte liquide, c'est une membrane polymère qui joue ce rôle-là. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle est très flexible, c'est-à-dire que le courant en entrée peut être modulé en fonction de l'alimentation électrique, notamment. Ça a un intérêt qu'on est connecté directement à un champ ENR type éolien ou solaire, et elle est plus compacte. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de cette technologie. Pour l'instant, les durées de vie sont un peu moins élevées et les coûts d'investissement sont un peu plus importants, même si l'industrialisation va pouvoir abaisser ces coûts-là. On n'a pas parlé de rendement. La technologie alcaline a un rendement voilà, de l'ordre de 70%, 60-70%. La technologie PEM actuellement, c'est à peu près pareil, mais le potentiel d'amélioration de ce rendement est supérieur, donc on devrait à terme avoir des rendements meilleurs que dans l'alcalin. Et puis la dernière technologie qui est celle-là encore moins mature, c'est la technologie SOE, solide oxyde électrolyse. Là, la membrane, elle est solide et c'est un fonctionnement à très haute température avec un rendement qui est très élevé. Donc là, il est marqué proche de 100%, voilà, c'est autour de 90%. Donc là, on est sur un rendement extrêmement élevé. Donc l'électricité en entrée convertit presque entièrement en capacité calorifique hydrogène. Et donc là, on est sur des durées de vie qui sont pour l'instant limitées au regard des fortes températures de fonctionnement. Et on a un temps de réponse important, donc une flexibilité qui est très importante. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'elle est réversible, donc elle peut aussi fonctionner en mode pile à combustible. Slide suivante. L'autre famille de modes de production d'hydrogène compatible avec la transition énergétique, donc faire de l'hydrogène bas carbone, ou décarboné plutôt, c'est les différentes transformations thermochimiques de résidus carbonés, donc des résidus carbonés, c'est soit de la biomasse, soit des déchets plastiques ou voilà, à base de fossiles, mais déchets. Donc il y a deux modes, c'est soit la pyrolyse, soit la gazéification. Ce qui diffère, c'est plus ou moins le régime plus ou moins pauvre en oxygène pour cette gazéification. Donc le but, c'est de produire de l'hydrogène et une fraction liquide ou solide qui est très carbonée, mais qui, celle-là, peut se
stocké voilà, soit sous forme de biochar ou de charbon, soit sous forme d'huile. Donc qui n'émet pas de CO2, qui ne va pas à l'atmosphère. Slide suivante. Donc ça, c'est un récapitulatif, un tableau récapitulatif des nombreux modes de production, parce que je vous ai pas, on ne les a pas tous présentés là, seulement les plus courants. Et vous avez certainement entendu parler de l'hydrogène sous forme de couleur, en tout cas avec des appellations avec des labels de couleurs. Hydrogène vert, hydrogène bleu, d'ailleurs j'en ai moi-même parlé, hydrogène gris. Et en fait, chaque couleur de l'hydrogène fait appel à une technologie. Donc l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau. L'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène qui est produit par vaporoformage de méthane avec un étage de captation et séquestration du carbone, voilà, etc. Tout ça pour vous dire que, et vous pourrez regarder ce tableau, que maintenant, on tend à appeler l'hydrogène avec trois labels différents: hydrogène renouvelable, hydrogène bas carbone ou hydrogène carboné. Et c'est une façon de rationaliser un petit peu ces terminologies voilà, qui foisonnent un peu, parce que les couleurs, ben, il y en a même encore plus que ce qu'il y a là présenté dans le tableau. Et on les rationalise au regard du contenu carbone de l'hydrogène au final, puisque c'est ça qui compte, hein, c'est à quel point l'hydrogène qu'on va produire, il est capable de décarboner les procédés dans lesquels on va le rentrer. Et donc le seuil qui est retenu actuellement, c'est 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, versus les un peu plus de 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène pour le vaporoformage de méthane. Donc, quand on est en dessus de 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, on dit que l'hydrogène est carboné, d'où qu'il vienne, et peu importe le mode de production, finalement. Et quand il est en dessous de ce seuil, soit on dit qu'il est renouvelable, si l'intrant, c'est un intrant renouvelable, donc de l'électricité renouvelable ou de la biomasse, lorsqu'on parle de gazification de biomasse. Ou alors, on a le troisième label, c'est l'hydrogène bas carbone, quand l'intrant n'est pas renouvelable, mais que pourtant le contenu carbone in fine de l'hydrogène est en dessous du seuil. Donc c'est typiquement l'hydrogène par électrolyse de l'eau avec un mix nucléaire, qui est une énergie non renouvelable, mais qui est par contre une énergie bas carbone. Slide suivante. Petit slide pour vous parler quand même de l'enjeu. Alors, il y a plein d'enjeux et de verrous encore à lever sur le chemin de la massification de l'hydrogène dans le monde. Mais un des principaux enjeux, c'est de diminuer son coût de production, en tout cas le coût de production de l'hydrogène décarboné, donc l'hydrogène bas carbone ou renouvelable. Et donc ce tableau, ça vous montre, ça compare juste les trois modes de production: l'hydrogène par reformage de gaz naturel, donc l'hydrogène gris, l'hydrogène par reformage plus captation, séquestration de carbone, l'hydrogène bleu, et puis l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et donc là, juste pour avoir quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, l'hydrogène gris, ça coûte au kilo entre 1,50 € et 3,50 € selon la taille du SMR, donc de l'unité de production. Alors ça, c'est à prendre avec, c'est dans le monde avant les prix très élevés du gaz naturel et en général de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui. Je ne connais pas l'impact direct sur le prix de l'hydrogène par vaporoformage de gaz naturel, mais en disant qu'avant, on disait que l'hydrogène par reformage de gaz naturel, c'était aux alentours de 1,50 €, 2 €. Lorsqu'on ajoute une étape de captation-séquestration du carbone, on rajoute à 1 € à peu près sur ce prix de l'hydrogène. Et puis, quand on parle de l'électrolyse de l'eau, selon qu'on soit sur un électrolyseur massif, et selon qu'on ait de l'électricité à plus ou moins bon marché venant du mix électrique ou venant de champs éoliens offshore, éoliens offshore ou PV, on a un hydrogène en sortie qui est entre 10 € et entre 5 € et 10 €. Donc ça, c'est les coûts qu'on peut voir aujourd'hui dans les projets qui sortent du plus massifié au moins massifié. Voilà.
Et donc, on attend une réduction de ces coûts de production, notamment par électrolyse, à l'horizon 2030 grâce à une massification de la production. Donc, on va abaisser en grande partie les CAPEX, donc les coûts d'investissement dans les matériels, notamment dans les électrolyseurs, puisqu'on va massifier leur production. Par contre, il restera quand même entre 60 et 70% du prix qui viendra du prix de l'électricité en intrant. Et donc, l'enjeu de la réduction du coût de l'hydrogène électrolytique, c'est la maîtrise d'une électricité bas carbone, bon marché. Et ça restera le cas même lorsqu'on aura massifié la production d'électrolyseurs. Slide suivante. Et je pense que c'est la dernière slide de conclusion pour vous remettre un petit peu le schéma des différents modes de production d'hydrogène et puis des différents usages de l'hydrogène dans l'industrie, dans la mobilité et pour la production d'énergie. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura éclairé sur l'hydrogène, son rôle dans la transition énergétique et puis un petit peu les enjeux autour de sa massification. Sachez que nous, à KP Énergie, donc on a un pôle de compétitivité, on accompagne énormément de projets hydrogène, que ce soit des projets de développement de briques technologiques pour l'hydrogène, des piles à combustible, des électrolyseurs ou autres, ou des projets de déploiement de l'hydrogène dans les territoires, des projets d'hydrogène pour la mobilité autour de stations-service, ou de projets hydrogène très massifs pour l'industrie. Donc voilà, on voit passer de nombreux projets et on a différents cadres de discussion avec les porteurs de projets. Donc si vous avez un projet hydrogène, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter et vous accompagner au mieux sur cette thématique. Merci à tous.